La partie couleur caisse voilà, est cisaillée comme ça, d'un côté par le fastback, de l'autre côté par le pare-choc, pour donner un espèce d'effet de flèche qui du coup allège complètement l'arrière et l'amène en hauteur, là où un pare-choc classique couleur caisse, avec le porte-à-faux qu'on a, aurait donné de la lourdeur. On a mis autant de temps pour développer la jante que pour développer le style de la voiture. D'accord. On a mis plus d'1 an et demi pour faire cette jante-là et la rendre faisable. En fait, le design, c'est quoi? C'est ça. C'est avoir une expression stylistique, vouloir passer un message, une émotion par le trait, par le dessin, et puis l'associer à une fonction et une faisabilité. Et en fait, c'est la réunion de tout ça qui fait le design finalement. Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Cette semaine, nous étions à Barcelone pour les essais presse internationaux de la nouvelle Peugeot 408. Vidéo d'essai qui sera disponible sur notre chaîne à partir du 24 novembre. Je vous propose de faire un petit tour du propriétaire avec le responsable style de chez Peugeot qui a bossé avec ses équipes sur ce modèle. Donc on va décortiquer ensemble les éléments de design qui rendent cette voiture si particulière. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et puis à apprécier cette vidéo. Bon visionnage. Pierre-Paul Mattei, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, très bien. Très bien. La dernière fois. Depuis la dernière fois, on s'était vu pour la 308 à Mougins l'année dernière et puis on avait fait la présentation de la voiture. Et là, on vous remercie de nous accueillir à nouveau. Là, cette fois-ci, on est à Barcelone, ou pas loin de Barcelone, on est à Sitges, dans la banlieue de Barcelone. Et on va découvrir cette sublime nouvelle auto de la marque Peugeot, la 408. Et on s'est dit quoi de mieux que de demander au chef designer de cette voiture de nous la présenter. On peut rentrer dans les détails pour nous expliquer un petit peu la genèse, qu'est-ce qui a fait que cette voiture est là aujourd'hui? On va commencer par son concept parce que cette voiture elle rentre par un concept. Autant quand on faisait une 308, on s'inscrivait dans un morphotype, j'allais dire connu, c'est-à-dire que la berline hatch de bicorps du segment C, c'est une voiture connue. Depuis longtemps, chez Peugeot, on a identifié un trou entre deux mondes, un espace vide entre la berline conventionnelle, quand je dis berline, c'est soit bicorps, soit tricorps, et le SUV. Et il y a une espèce de trou entre les deux qu'on avait déjà identifié dans notre propre gamme Peugeot, mais même sur le marché. Et c'est dans cet esprit-là qu'a germé l'idée de cette 408. Quelle serait une manière pertinente pour Peugeot de combler sa gamme et puis d'apporter sur le marché une nouvelle génération d'objets qui n'existent pas et qui permet de faire la transition entre ces deux mondes de la berline et du SUV. C'est comme ça qu'est né le concept de la 408. Donc c'était une vraie réflexion de dire il y a quelque chose à faire entre une 308 et un 3008 typiquement, c'est ça? Oui, c'est sur la gamme Peugeot. Voilà, c'est exactement ça. Avec une vocation internationale, parce que cette voiture-là est en vocation internationale. Elle est fabriquée à Mulhouse en France, elle sera aussi fabriquée à Chengdu en Chine. Oui. Donc elle a vraiment une vocation internationale avec une seule version, c'était la même partout, quelle que soit la plaque. Donc c'était sa vocation aussi. Donc elle s'inscrit entre deux mondes, celui de la berline conventionnelle et celui du SUV, même si d'un point de vue génétique, ADN, c'est une voiture qui est quand même plus proche d'une berline que d'un SUV. Ouais. C'est une base de 308, plateforme de 308? C'est une base de 308 avec beaucoup de modifications parce que morphologiquement, elle n'a pas grand-chose à voir avec la 308. Elle a beaucoup plus d'empattement, elle a 11 cm d'empattement en plus, principalement pour les places arrière, parce qu'on est vraiment dans un... On le ressent, on l'a testé hier, les places à l'arrière sont gigantes. Enfin, on n'a jamais eu un espace pareil dans la gamme Peugeot. Et qui dit espace arrière, dit il faut embarquer des bagages, donc du coup un peu plus de porte-à-faux arrière aussi, ce qui explique aussi le gabarit de cette voiture. Elle est plus haute qu'une berline conventionnelle par rapport à une 308. En termes de garde au sol pur, on est 4 cm plus haut. On a aussi des voies qui sont plus larges, des roues qui sont plus grandes, donc certes c'est la base de la 308, mais avec beaucoup de modifications pour arriver à ce gabarit. Et comme je disais, cette voiture-là est quand même génétiquement plus proche d'une berline, même si elle est rehaussée, même si c'est plus haut qu'une berline classique, on n'est pas du tout à l'altitude d'un SUV ou d'un SUV coupé. SUV coupé ou même un SUV, c'est une architecture, on est assis plus haut, plus droit. Là, on est, comme vous l'avez essayé, on est dans une position très dynamique de conduite. Et donc c'est pour ça que génétiquement, elle se rapproche plus d'une berline, même si on est rehaussé. Comme je disais, il y a une espèce de manque. Même nous, en tant qu'utilisateurs, on trouvait qu'il y avait un manque. C'est-à-dire, c'est vrai que les berlines, j'allais dire classiques, conventionnelles, c'est un type d'objet dans lequel le client de base, la cible de base, n'aime pas forcément des objets très puissants dans le sens
ostentatoire, ce qui n'est pas le cas du SUV. Le SUV, c'est des designs plus expressifs. Ouais. Et il y a vraiment un peu deux mondes. Au-delà de la morphologie, même dans le traité stylistique, il y a vraiment deux mondes. Et on s'est dit, si on pouvait s'inspirer un peu de la fantaisie, de l'imaginaire de l'un, avec tous les avantages de l'autre, il y a peut-être un objet à créer. C'est pour ça que cette voiture-là, elle a un langage stylistique qui va plus loin qu'une 308 par exemple. On est sur quelque chose qui est plus facettisé, plus acéré, plus audacieux, à la fois parce que le concept lui-même est audacieux, donc il fallait un design adapté à cette audace, mais aussi du fait de sa morphologie inhabituelle, des solutions classiques de style ne marchaient pas sur cette voiture-là. Donc il a fallu inventer à la fois un langage formel, mais aussi un style dédié à cette voiture-là. Donc ça, on peut en parler. Écoutez, c'est l'occasion justement de débuter ce tour du véhicule. Et comme ça, vous allez nous indiquer chaque ligne. Vous savez que l'avant, là, on est familiarisé avec le nouveau logo grâce à la 308, avec cette face qui est agressive. Mais après, il y a plein de détails, effectivement, qu'on trouve totalement différenciants et totalement nouveaux. Même si on reconnaît à l'arrière, il y a des traits qu'on reconnaît par rapport à la 308, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont différenciantes. Je vous laisse nous les expliquer. On va commencer par l'avant. C'est une cousine, donc heureusement qu'on retrouve des choses de la 308. Mais au-delà de la 308, on retrouve des choses de Peugeot, tout simplement. Les codes, les ADN, la signature en griffe, les regards acérés, évidemment l'iCockpit. Donc on retrouve des choses de Peugeot. La face avant, elle a un traité très particulier parce qu'on voit que la calandre est couleur caisse. Oui, ça c'est vrai. Avec une maille évolutive, c'est-à-dire que la densité de la maille est plus grande sur le côté que sur la partie centrale. Parce que c'est à la partie centrale qu'on a besoin le plus d'air. Ouais. Et pourquoi est-ce que la maille est évolutive en allant sur le côté? C'est pour créer un effet d'optique. Et vous verrez tout à l'heure, je vous invite à regarder une voiture blanche par exemple, de loin. Vous verrez que votre œil n'arrive plus à voir où commence et où finit la calandre. D'accord. Et quand vous êtes de loin, votre œil commence à tout confondre, parce que lui, il voit de loin de la couleur, donc il ne voit plus la limite entre la partie vraiment calandre et la partie bouclier. Et donc ça, c'est intéressant pour nous, parce que c'est une manière de commencer à dématérialiser un peu la calandre, mais en fait, elle est toujours là. Et ça, c'est très innovant par rapport c'est une évolution en termes de traité de style par rapport à la 308, par exemple, qui n'est pas du tout traité comme ça. Et c'était intéressant d'avoir cette approche un peu étonnante de la calandre pour cette voiture qui elle-même est étonnante. L'effet recherché, c'est un fondu, une sorte de fondu. C'est exactement ça. En fait, c'est un fondu, c'est-à-dire que la calandre se fond complètement dans le pare-choc et on n'est plus dans le décodage classique, un pare-choc, une découpe. Un pare-choc, oui, exactement. Ok. Ça, effectivement, c'est des détails. Je vous invite tout à l'heure à regarder de loin une voiture ou de la filmer de loin, notamment une blanche, parce que c'est sur la blanche qu'on voit le mieux, ou une rouge. Mais la blanche, c'est là que c'est le plus frappant. Et vous verrez que de loin, vous verrez cet effet-là. Après, en termes d'expression de style, comme je disais, il y a des spécificités sur cette voiture-là. Sur la face latérale, notre challenge en design à nous, c'était d'apporter du dynamisme à cette morphologie qui est plus imposante et plus haute qu'une voiture classique, qu'une berline classique, mais donc apporter ce dynamisme, mais sans cacher le fait que c'est une voiture qui a de la prestation et qui est habitable. Donc on a amené beaucoup de dynamisme sur l'arrière, notamment avec ce dessin fastback, mais si on regarde bien, un vrai fastback, c'est pas du tout dessiné comme ça. Un fastback conventionnel, le point d'inflexion de la vitre et au pied central, et c'est à partir de là que ça commence à chuter. Une 508 par exemple, qui est l'archétype du fastback, et elle est dessinée comme ça. Donc là, le point d'inflexion n'est pas au pied central, il est à l'arrière de la porte arrière. Alors pourquoi? Parce que ça nous permet donc, en décalant ce dessin de fastback, de mettre l'emphase sur le fait qu'il se passe quelque chose au rang 2 et que cette voiture-là est spontanément très habitable et destinée à des familles. Et quand on s'éloigne, on voit que la porte paraît très grande, d'ailleurs elle l'est, du fait de l'augmentation de l'empattement, et le dessin est volontairement décalé, le dessin du fastback, de manière à focaliser sur l'habitabilité arrière. Au-delà de ça, quand on combine ce dessin-là avec la rehausse de la voiture, on se retrouve dans une berline dans laquelle il est particulièrement facile de rentrer et de sortir, parce que le point d'accès est très très haut. Voilà, donc ça c'est une particularité du style de cette voiture. On peut continuer sur cette partie-là qui est très pointue, j'allais dire. C'est super. Cette partie-là en fait nous permet de renforcer le dessin fastback de la partie arrière. Parce qu'en
en remontant l'aile comme ça, donc proche finalement du volet, on crée une striction ici qui nous permet d'amener ce dynamisme, mais perché très haut par rapport au sol. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'animations que l'on voit là, parce que ça nous permet de jouer avec la lumière, de casser la lumière pour absorber en fait cette masse totalement inhabituelle. Vous voyez, si vous vous mettez à côté, vous vous retrouvez avec l'aile qui est quasiment au niveau de la poitrine. C'est pas du tout une hauteur d'aile conventionnelle pour une berline. Pour un SUV peut-être, mais pas pour une berline. Et donc c'est par ces découpages et ces jeux de surface que l'on casse la lumière de manière à absorber cette position, cette striction positionnée très haut par rapport au sol. Et petite parenthèse, petit aparté, ces lignes, ces cassures, je dirais, avec cette couleur-là qui est particulière, on a l'impression d'avoir une voiture avec plusieurs couleurs en fonction de la lumière, comment est-ce qu'elle tape dessus. Cette couleur-là, elle est très très particulière parce que donc quand je parlais d'un concept inhabituel et un peu disruptif, c'est ce qui interpelle. Quand on a briefé nos équipes de style, que ce soit intérieur, extérieur, que ce soit ceux qui sont occupés des roues, dans le brief, il y avait ça, ce côté disruptif, inhabituel. Et donc nos équipes de couleurs et matières ont eux-mêmes cherché leur interprétation et leur réponse en tant que designer, qu'est-ce que pourrait être quelque chose d'étonnant. Et c'est comme ça qu'a été développée cette couleur qu'on appelle le bleu obsession. Mais elle est vraiment étonnante, c'est vrai que c'est le mot. C'est-à-dire que quand on le voit la première fois... Elle est étonnante parce qu'en fait, le principe de ce bleu, c'est de mélanger deux nuances dichroïques. Et donc il y a deux nuances, il y a du vert et du bleu, et donc la texture de la peinture ne répond pas de la même manière en fonction de l'exposition de la lumière. Et quand on combine cet effet avec le style facettisé qui lui-même fait prendre la lumière de manière différente sur chaque surface, et on se retrouve avec une voiture qui, par exemple, vue d'ici, moi là je la vois verte, l'avant elle est bleue. Ouais, en fonction de comment on se positionne. Alors par exemple, quand on ouvre la porte, on voit que la porte, il y a une porte qui passe bleue, une porte qui passe vert, un peu comme si on s'était trompé au montage. Alors que non, dès que les portes sont alignées, tout est bien de la même couleur. Parce que justement, en fonction de l'exposition de la lumière, les composants de la peinture ne réagissent pas de la même manière. On avait besoin sur cette masse inhabituelle de découper la lumière pour amener justement ce dynamisme, je ne vais pas dire cette légèreté parce que c'est une voiture qui est assez massive, mais par contre cette élégance, cette fluidité par rapport à ça. C'est aussi la raison pour laquelle on a découpé la couleur en partie basse avec ces pièces noires qui nous permettent de réduire le fuseau de couleurs de manière aussi à absorber cette masse inhabituelle. Et là où c'est le plus frappant, c'est sur l'arrière. C'est vrai qu'on est allé plus loin, comme je disais, cette voiture-là avait besoin d'un langage formel et d'un langage stylistique dédié. Et c'est pour ça qu'on est allé plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Si on compare à 308 par exemple, on est allé encore plus loin dans quelque chose de plus inhabituel. Donc c'est pas juste gratuit au-delà de la spécificité de la voiture, c'est aussi parce que des solutions de style classique sur cette voiture-là ne marchaient pas. Typiquement, cette partie arrière avec ce pare-choc assez imposant, il a plusieurs raisons d'être. C'est pas juste une volonté comme ça, une équilibration de style. Par rapport à une berline classique, on a une malle qui est 10 à 15 cm plus haut. Et comme on expliquait tout à l'heure, on a beaucoup d'empattement, donc beaucoup de place à l'arrière. Qui dit beaucoup de place, dit bagage associé. Oui, il faut du coffre, enfin du volume de coffre pour les gens qui vont être là. C'est pour ça qu'on a allongé le porte-à-faux arrière. Donc on a un porte-à-faux qui est très conséquent et donc il fallait piéger visuellement ce porte-à-faux pour ne pas donner de la lourdeur à la voiture, et en utilisant ce découpage couleur entre la partie caisse et la partie pare-choc, ça nous permet visuellement de casser cette perception du porte-à-faux. Ça nous permet aussi d'amener du dynamisme dans le sens où quand on s'éloigne, et ça pareil, vous verrez sur la voiture blanche c'est le plus significatif, en la regardant de loin, vous verrez que on a l'impression que ça s'arrête là. La partie couleur caisse est cisaillée comme ça, d'un côté par le fastback, de l'autre côté par le pare-choc, pour donner un espèce d'effet de flèche qui du coup allège complètement l'arrière et l'amène en hauteur, là où un pare-choc classique couleur caisse, avec le porte-à-faux qu'on a, aurait donné de la lourdeur. Il aurait fait tomber l'arrière de la voiture. Parce qu'on entendait hier, quand on a découvert la voiture, certaines remarques sur justement ce pare-choc plastique noir, entre guillemets,
Ou certaines personnes disent c'est dommage qu'il ne soit pas couleur caisse. Ah oui, que là, s'il est couleur caisse, ça va en fait, la voiture alourdir le véhicule. Ne serait pas du tout digeste et la voiture perdrait tout son dynamisme de l'arrière. Quand on a fait le concours de style, il y a quelques designers qui ont essayé quand même de la dessiner de manière un peu plus conventionnelle. En fait, ils voyaient bien leurs collègues à côté qui avaient des solutions justement en découpage de couleurs comme ça. Et on voyait bien qu'il y en avait qui paraissaient dynamiques et lancées, puis avec une belle posture, et les autres qui paraissaient à l'inverse plus lourdes de l'arrière. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas. Alors au-delà du fait que pour le coup on est vraiment sur un pare-choc, mais dans le sens premier du terme, on est sur un pare-choc. Ouais, là on n'a pas peur de rayer la peinture, c'est vraiment fait pour absorber, protéger la voiture. Donc on revient au sens même de ce qu'est un pare-choc finalement. Et avec ce pourtour de bas de caisse noir comme ça fait un petit peu les codes du SUV en même temps. C'est-à-dire qu'on est sur la berline surélevée, ça se rapproche du SUV avec ce plastique qui fait le tour, même les arches de roue. Même les arches de roue. Oui. Bah oui, parce que ça effectivement c'est quelque chose qui appartient pas mal à l'univers du SUV. Pourquoi? Parce que le SUV au début, donc si on part à l'origine, les 4x4, c'est des voitures un peu plus baroudeuses, qui ont besoin de protection, qui ont besoin d'être protégées. Et donc c'est comme ça que sont arrivés ça. Ça permet aussi, comme je disais, de casser un peu aussi la masse. Parce que autant celle-là, elle est plus haute qu'une berline, mais elle est quand même beaucoup moins haute qu'un SUV. Ouais. Et donc ça permet de casser la masse de la voiture et de la faire paraître encore plus haute. Et donc d'un côté, on protège la voiture, on protège les bas de porte quand on ouvre les portes, tout ça, donc c'est toujours intéressant. Et puis ça nous permet en style de régler la balance des masses. Donc c'est tout bénef en fait. Tout bénef. On revient un petit peu à l'arrière. Alors c'est vrai qu'après, il y a ces lignes là, sur la malle qui sont horizontales. C'est quoi? C'est 3 niveaux de lignes? Oui, c'est un découpage. En fait, là aussi, on a découpé comme je disais. Vous voyez, quand je me mets derrière, à côté de la malle, moi je suis grand, ça m'arrive quasiment juste sous la poitrine. Donc c'est une berline n'a jamais une malle à cette hauteur-là. Ouais. Donc il fallait un découpage arrière de manière à absorber cette hauteur inhabituelle. Le pare-choc, le découpage couleur entre le pare-choc noir et la carrosserie nous permet aussi de découper la voiture d'un point de vue masse, de manière à ce qu'on retrouve cette posture avec l'impression que l'arrière est plus haut que l'avant, ce qui est le cas, parce que c'est un déséquilibre assumé sur cette voiture-là. L'avant planche beaucoup, l'arrière monte beaucoup. C'est un déséquilibre assumé, mais il fallait qu'en style, on trouve des solutions pour casser cette masse. Sinon, la voiture aurait été assez indigeste. Ouais. Y a un détail qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est ces fameuses oreilles de chat. Les oreilles de chat. Ear cats. Ouais. D'où vient cette idée, ce dessin? Alors en fait il y a une raison très précise. Alors au-delà du fait que sur les dessins de style initiaux, il y a plusieurs designers qui voulaient justement, dans le cadre de leur réponse au brief, amener quelque chose d'inhabituel. Ils voulaient aussi sur le pavillon amener quelque chose d'inhabituel, qui est une zone qui en général on ne s'exprime pas beaucoup. Ouais. Pavillon, c'est pas sur les fins de pavillon qu'on s'exprime beaucoup en général sur une berline. Donc là il y avait aussi une volonté des designers d'amener quelque chose. Donc on a eu des propositions qui ressemblaient un peu à ça, d'autres qui étaient différentes, mais il y avait une volonté d'amener quelque chose. Et ce qui s'est passé quand on a commencé à développer la voiture, c'est qu'à partir du moment où on donnait autant d'espace à l'arrière aux jambes, il n'y avait pas de sens de donner de l'espace aux jambes et de ne pas avoir d'espace à la tête avec. Mais comme je disais, on voulait être fastback sur la partie arrière pour amener ce dynamisme. Donc le fastback par nature enlève de l'espace à la tête, on découpe Et donc pour donner de l'espace à la tête, ce qu'on a vu avec nos équipes d'architecture, c'est qu'il fallait sortir la charnière de volet du volume. C'est-à-dire l'éloigner le maximum possible de la tête, de manière à libérer de l'espace pour la tête. Mais à partir du moment où on sort la charnière, on l'éloigne de la tête et qu'on a un dessin fastback, donc on se retrouve avec une partie technique qui sort du dessin fastback. Et donc il fallait trouver une astuce en style pour intégrer ce volume qui est en dehors de la voiture finalement. D'accord, oui effectivement. Donc là il y a quelque chose qui fait que la charnière est dedans. Techniquement à l'intérieur ça permet d'avoir plus d'espace à la tête. Exactement, et ça permet d'avoir la charnière qui est décalée par rapport à la tête, pour avoir de la place à la fois aux pieds et à la fois à la tête. Et par ailleurs, on a du coup, en créant cette oreille de chat, utilisé cet élément pour aussi conduire le flux d'air vers la partie la plus efficiente de la malle. Vous voyez que c'est dans cette partie-là que la malle est la plus déformée. Ouais. Et c'est là que l'effet de spatule crée de l'appui
Et donc avec les oreilles de chat orientées vers cette zone-là, ça nous permet de conduire le flux d'air dans cette zone efficiente. Donc on répond à une prestation d'habitabilité, on a une interprétation style qui devient une signature de la voiture, puisqu'on voulait amener aussi sur le pavillon quelque chose d'étonnant. Et en plus on s'en sert pour canaliser l'air. C'est d'une pierre trois coups, c'est-à-dire que à l'intérieur, il y a un côté habitabilité plus importante, il y a du design. Il y a du design. Et il y a un impact sur le dynamisme également, l'aérodynamisme de la voiture. Il y a encore un point qui a mis d'accord tout le monde, ce sont les jantes. Ce dessin de jantes un petit peu asymétrique. Ah ben, totalement asymétrique, puisque le principe c'est de mettre un rectangle dans un rond. Hein. C'est de mettre un rectangle dans un rond, et donc ça a été aussi ça a été la réponse. On a des équipes dédiées qui travaillent sur les jantes. On a parlé du couleur et matière, de l'intérieur, l'extérieur. Et sur l'extérieur, on a des équipes dédiées qui travaillent notamment sur le lighting, les projecteurs, les feux, parce que c'est des choses très techniques. Ouais. Les jantes, c'est pareil, c'est très technique. Et donc on a des équipes dédiées, spécialisées là-dedans. Et eux aussi ont apporté leur réponse au brief sur le côté disruptif, inhabituel, en amenant ce dessin totalement contre nature à la base, puisqu'un rectangle dans un rond, ça pose un problème surtout technique. Ouais. Parce que le dessin par lui-même amène une répartition des masses qui n'est pas homogène. Et donc qui crée un problème de vibration. D'accord. Alors il n'est évidemment pas question de mettre sur le marché une voiture qui a une roue avec un mode vibreur. Qui n'est pas parfaite en vibration. C'est clair. Et donc, du coup, ça a été particulièrement compliqué à mettre au point, puisque ça a même à un moment remis en cause même le thème de style. Ouais. Parce que la répartition des masses était totalement non homogène. Et donc, il a fallu qu'on fasse beaucoup d'itérations, tellement d'itérations qu'on a mis autant de temps pour développer la jante que pour développer le style de la voiture. D'accord. On a mis plus d'1 an et demi pour faire cette jante-là et la rendre faisable, avec des astuces. Par exemple, toutes les parties pleines ici sont en fait en plastique rapporté, et nous, ça nous permet d'enlever de l'aluminium derrière pour le répartir ailleurs sur la jante. Et on peut voir, quand on regarde de près, qu'il n'y a aucune zone de la jante qui est de la même épaisseur. Aucune zone de la jante est de la même épaisseur. Derrière les caches, là, on enlève de l'aluminium, ce qui nous a permis de répartir la masse de manière homogène, de manière à ce que la roue soit parfaite en fréquence. C'est pour ça que ça a été c'est pas juste du dessin, c'est une raison mécanique poussée, quoi. C'est de l'ingénierie, hein, c'est-à-dire qu'au départ il y a une intention. En fait, le design, c'est quoi? C'est ça. C'est avoir une expression stylistique, vouloir passer un message, une émotion par le trait, par le dessin, et puis l'associer à une fonction et une faisabilité. Et en fait, c'est la réunion de tout ça qui fait le design finalement. Donc la jante là est un parfait exemple. C'est clair. Et juste avant de finir, et après je vous embête plus, ce petit dessin là du feu arrière, on le retrouve sur la 308 SW, non? Ce petit, non? Oui, le dessin là on le retrouve dans la 308 effectivement, parce que cette partie-là du phare est commune. Ouais. Cette partie-là du phare est commune. Par contre, du fait que cette voiture a des voies beaucoup plus larges, à partir du moment où cette partie du phare est commune, il a fallu adapter tout le langage formel autour pour pouvoir absorber cet agrandissement des voies, et ce qui explique aussi cette intégration assez singulière par rapport à une voiture plus conventionnelle, mais cette voiture n'étant pas conventionnelle, donc ça marchait très bien. Bah écoutez, en tout cas félicitations à vos équipes encore une fois, parce que le travail il est juste sublime. La voiture, elle répond parfaitement au cahier des charges, elle sort du lot. C'est une voiture spéciale, quoi. Et hâte de l'essayer pendant toute cette matinée. Pierre-Paul Mattei, merci beaucoup. C'était un plaisir. Et puis à bientôt pour une nouvelle découverte. Merci beaucoup. Avant que cette vidéo ne se termine, il y a eu une petite discussion entre Pascal et Pierre-Paul Mattei, en off entre guillemets, où il nous raconte un petit peu l'histoire de l'intérieur de la 408. Bon, on n'a pas d'image, mais on a le son, et donc je vous propose d'écouter cette anecdote assez sympa. L'histoire de l'intérieur, c'est que quand on a fait ce qu'on appelait le programme P5, on savait dès le départ qu'il y avait 3 voitures. Qu'il y avait la 308 et la 308 SW dans des registres un peu conventionnels de voitures. On remplace une berline hatch par une berline hatch, on remplace un break par un break. Et puis cette voiture-là qui était totalement décalée. Et donc dans le brief de départ, on savait qu'il y aurait cette voiture-là en plus. Dans le cadre d'un mode programme, on a défini les communautés. Et la planche en faisait partie.
Et étant donné que c'était cette voiture-là qui allait être la plus disruptive, quand on a fait le brief de style à nos équipes, on ne les a pas briefés sur la 308, même si elle sortait un an plus tôt, on a fait le brief de la 408. Et donc on leur a demandé de dessiner la planche de cette voiture-là. Et puis après, on a anticipé la création de style de cette voiture-là de manière à très rapidement avoir les deux, la 308 et celle-là, dans l'atelier, pour que les équipes de style inter puissent régler le curseur de style en n'allant pas trop loin sur celle-là pour que ça reste compatible de la 308. Et donc cet exercice-là, il est possible qu'à certaines conditions. Un, que les voitures ne soient pas décalées. Deux, qu'elles soient sur le même segment. Et donc le même segment avec le même positionnement, c'est-à-dire le même cahier des charges. À partir du moment où ces conditions-là sont remplies et que la règle du jeu est connue dès le départ, dans ce cas-là, on peut créer une planche commune à deux voitures qui sont, par ailleurs, très différentes. Et donc, bon, pour l'histoire, alors ça on ne pouvait pas le dire quand on a présenté la 308, mais en fait la planche avait été dessinée pour la 408 avec comme objectif d'être compatible 308. Et voilà les amis, c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Un grand merci à Pierre-Paul Mattei qui a pris le temps de nous détailler vraiment le design de cette voiture. C'était hyper intéressant. L'essai de la Peugeot 408 sera disponible sur notre chaîne à partir du 24 novembre et vous pourrez découvrir notre ressenti à l'intérieur de cette nouveauté. Les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à nous donner votre avis sur ce nouveau modèle parce qu'il a un look assez atypique, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à prendre soin de vous et de vos familles, et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao.